Sous Gengis Khan, puis sous son fils, les Mongols ont affiné leur technique de guerre. Dorénavant, plus rien ni personne ne leur résiste. C'est la loi du plus fort. Un à un, leurs adversaires s'effondrent à leurs pieds, comme des dominos. Pour piéger leur proie, ils emploient une stratégie des plus terrifiantes. On l'appelle la nergue. La nergue, à la base, c'était une technique de chasse au gibier. Les cavaliers formaient une longue ligne, une sorte de cordon de sécurité, qui se resserrait petit à petit jusqu'à ce que le cercle soit fermé. Puis ils se déplaçaient graduellement vers l'intérieur pour que la zone soit de plus en plus restreinte et que les bêtes se retrouvent piégées à l'intérieur. Les chasseurs se relayaient pour qu'aucun animal ne puisse leur échapper. Sur le champ de bataille, c'était pareil. Sauf qu'à la place des animaux, c'étaient des êtres humains. Ça leur permettait de garder un contrôle total sur les masses. Ils poussaient les villageois à se replier dans les plus grosses villes alentours, et ils faisaient ça à grande échelle, sur des centaines de kilomètres. Comme ça, ils attaquaient sous divers angles, en simultané, et ils empêchaient les unités de la Rousse de Kiev de se former pour riposter. Grâce à des compétences de guerre à toute épreuve, les troupes mongoles continuent inexorablement leur avancée. Elles mettent à sac toutes les villes sur leur passage qui refusent de se prosterner. Parmi leurs victimes, il y a Moscou. À cette époque, Moscou était en bois. C'était un peu de pierre et beaucoup de bois. La ville était basée en pleine forêt, donc forcément, il y avait de quoi. Les Mongols laissaient toujours s'enfuir une poignée de gens, pas par pitié, mais parce qu'il fallait bien que quelqu'un propage la terreur. Dès qu'ils ont posé un pied à Novgorod, les dirigeants ont agité le drapeau blanc. Ils savaient pertinemment que s'ils résistaient, ils finiraient comme les autres, les pieds devant. L'invasion mongole ne laisse derrière elle que des champs de ruines. La Rousse de Kiev ne sera plus jamais ce qu'elle était. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Mongols ne sont pas que des agents de la mort. Après avoir tout saccagé, ils ne sont pas simplement partis sans se retourner. Ils sont revenus sur leurs pas pour rebâtir sur les ruines qu'ils avaient laissées. Dans cette conquête en 2 étapes, ils ont reconstruit aussi vite qu'ils ont détruit. Ils n'avaient pas l'intention de venir vivre dans ces villes, mais ils étaient conscients de leur intérêt économique pour l'Empire mongol. Ils savaient que grâce à ces villes, il y aurait des échanges commerciaux. En général, après avoir envahi un village, les Mongols reprenaient leur route. Donc, très souvent, ils laissaient les dirigeants locaux reprendre le pouvoir chez eux, à condition qu'ils leur aient juré fidélité. Bien sûr, ils avaient des impôts à payer et des consignes à respecter. Mais c'est à peu près la seule interférence de leur supérieur hiérarchique qu'ils devaient tolérer au quotidien. En fait, ils avaient 2 options, la mort ou la soumission. Une à une, les villes de la Rousse de Kiev sont emportées par la vague impétueuse des troupes du Khan. Certains y laissent la vie, les autres leur indépendance. Mais pour les Mongols, la conquête de l'Ouest ne fait que commencer.